Non, non, j'ai pas le look d'un gagnant à la Star Academy. Je suis aux antipodes de ce qu'ils sont, tu vois. Donc je pense que la société n'est pas encore prête à ça. Je suis ni hétéro, je suis ni homosexuel, je suis ni bisexuel, je suis juste humain, je suis juste moi-même. Ça m'empêchera jamais d'avoir du désir pour un homme, d'avoir du désir pour une femme. Enfin, j'ai pas de... C'est ce qui a marché dans ce spectacle. De voir Hitler en drag queen, ça choque. Mais parce que Hitler est une image forte. C'est un personnage de l'histoire, c'est un personnage odieux. Et tu vois, le ramasser au ridicule comme ça, je trouve qu'il y a quelque chose de provoquant, de... Bonjour Paul, comment vas-tu? Bonjour Sam, je vais merveilleusement bien. Et toi? Parfaitement, tu remarqueras que j'ai sorti les plus belles lunettes de ma collection pour te faire honneur. Merci beaucoup, ça me touche. Je suis ravi, Paul, d'être en ta compagnie. Paul, on t'a tous vu dans la 12e saison de la Star Academy. C'était sur TF1. Et aujourd'hui, on va te redécouvrir, te découvrir en interview, je l'espère, en toute intimité, beaucoup plus en profondeur. Paul, on te connaît sous le prénom de Paul, forcément, mais en réalité, tu ne t'appelles pas Paul, tu t'appelles Damien. Waouh! C'est vrai? C'est une vérité, c'est vrai, tout à fait. Tu m'as démasqué, je suis nu. Pourquoi Paul? Pourquoi tu as choisi de t'appeler Paul? Est-ce que c'est pour la scène? Et est-ce que ça signifie que tu n'aimes pas ton ADN, tes origines, ton vrai prénom, Damien? Non, absolument pas, c'est juste que... Déjà, Paul, c'est mon deuxième prénom à l'état civil. C'est aussi le prénom de mon grand-père. C'est aussi le prénom de plein de stars que j'admire et que j'aime énormément. Et comme j'ai toujours répondu, j'associe Damien à ce qui s'est passé avant dans ma vie. Et donc maintenant, Paul, c'est un renouveau. C'est le phénix qui renaît de ses cendres pour... Mais à quel moment tu t'es dit « je veux qu'on m'appelle Paul » Est-ce que c'était à partir du moment où on t'a dit « ok, tu signes ton contrat, t'es pris dans la Star Academy » ou ça s'est fait avant? Non, ça a été bien avant. Après, j'avoue qu'à la Star Academy, voilà, on m'a posé la question de savoir comment est-ce que je voulais m'appeler. Je leur ai dit Paul et à ce moment-là, je me suis dit, bah ok, pour moi c'est vraiment comme ça. Et depuis, voire même depuis cet été, dès que je rencontre des nouvelles personnes, je me présente en tant que Paul. Pourquoi tu dis que Damien c'est ton ancienne vie? Alors que t'as quel âge, Paul? J'ai 20 ans passés. T'as 20 ans passés? Mais Ouais. 20 ans passés de combien? 20 ans passés d'une année et de quelques siècles artistiquement vieillissants. Ah oui, t'es le genre de mec intemporel, tu veux pas C'est donner ça. ton âge. Non, je suis astralement mystique. Bon, t'as 30 ans? Ouais, c'est ça. J'essaie de savoir, hein. Non, j'ai 20 ans passés. T'as 20 ans passés. Bon, mais t'as pas vécu 150 000 vies. Ah, on ne sait pas, peut-être. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant pour que tu refuses que Damien soit ton identité? Je pense que c'est pas le fait de refuser que Damien soit mon identité, c'est accepter que j'évolue aussi. C'est accepter que je suis autre chose et c'est accepter que j'ai des choses à, à donner en plus que Damien n'a pas su faire. Tu vois, j'associe souvent Damien au fait d'être très timide, quelqu'un de très introverti, de très reclus sur lui-même. Et Paul, au contraire, c'est quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un qui est là pour les autres et qui n'hésite pas à dire aux gens qu'il les aime. Qu'est-ce qu'il a pas su faire, Damien? Bah, Damien, il n'a pas su dire aux gens qu'il les aimait. T'avais Ouais, beaucoup de pudeur? Ouais. Pourquoi? De la peur, de l'appréhension, et puis même de suivre un mouvement. Et Quel Paul, mouvement? le mouvement de la société. Peur du rejet? Peur que ton je t'aime n'ait pas de résonance? Oui, la peur d'être différent aussi, parce que c'est vrai que quand tu grandis dans une société où bah voilà, il faut suivre des jeunes qui sont dans une catégorie sociale, dans un cadre social, dans une case particulière, bah tu te mets à suivre ce système-là. Depuis petit, t'as grandi avec cette peur? Je pense que petit jusqu'à mes 5-6 ans, non. Parce que quand on est enfant, forcément, on est naïf, on est ouvert à tout et très, très curieux. Et je pense aujourd'hui, justement, que ce côté Paul me permet de revenir à un état d'enfant, tu vois, à quelque chose de très, très naïf. Candide. Ouais. Donc Paul, cette création de personnage, c'est pour pouvoir être celui que tu n'arrivais pas à être sans les artifices, en fait. Alors, c'est pas vraiment une création de personnage, c'est le fait de péter une coquille, tu vois, de péter une bulle, d'exploser et d'être vraiment ce que j'ai toujours eu envie d'être. T'as pas toujours été ce que tu voulais être?
Bah, comme je te dis, jusqu'à mes 5-6 ans, si. Parce que voilà, j'étais. Ouais, mais en Tu vois, grandissant. non, non, parce que bah, tu te rends vite compte que pour se faire des amis à l'école, il faut être telle chose et se comporter de telle manière, tu Fallait vois. faire quoi? Bah, il fallait être comme les autres. C'était quoi comme les autres? Être, comment dire, dans le mouvement, suivre. C'est propre à chacun, c'est propre à chaque milieu et chaque année aussi, tu vois. Elle t'a marqué, cette enfance. Cette adolescence, elle t'a marqué. Ouais, oui, parce que j'ai fait quelque chose dans mon adolescence qui me plaisait. Oui. Je faisais quelque chose qui me plaisait profondément, mais très vite, ça a décliné sur la pente voilà, d'un rejet, d'un dégoût, parce que voilà, j'ai vécu des expériences qui n'ont pas été faciles. Qu'est-ce qui te plaisait profondément? Bah, dans la cuisine, il y a quelque chose de très violent. Tu vois, moi, ce que j'aime, c'est la violence, c'est le côté vulgaire des choses, où il y a une sorte de magie dans une machine qui ne s'arrête jamais. Et la cuisine, c'est un peu ça, tu vois. Où je prends l'exemple d'un service, c'est tout le temps dans le feu, tu vois, c'est tout le temps dans la Dans la violence, tension. dans la tension, dans le fait de courir partout, dans le fait de jamais savoir vraiment réfléchir. Et moi, j'adore ça. Oui, d'ailleurs, tu J'adore as ça. participé à Objectif Top Chef, on en parlera dans quelques instants. Mais là, tu as eu des déconvenues avec la cuisine? Déconvenu, je sais pas. Après, c'est un monde qui est pas facile parce que voilà. T'as pas été accepté? Non, j'ai pas été accepté. C'est un monde qui est pas facile déjà à la base parce que voilà, du fait de tomber parfois avec des gens qui sont pas forcément faciles, mais aussi du fait d'être différent. Bah des fois, tu te confrontes à des gens qui ne l'acceptent pas et qui bah voilà te le font savoir. Toi, tu avais conscience d'être différent ou on te le faisait ressentir? À cette époque-là, j'avais pas conscience d'être différent, que j'étais trop efféminé, que j'étais trop d'une telle manière que. Et puis, C'était violent pour toi? oui, c'est violent, parce que quand tu l'assumes pas, quand on n'a même pas conscience, premièrement, enfin, je veux dire, au premier degré, Mhm. c'est compliqué, tu vois. C'est-à-dire que des gens veulent te outer Ouais. malgré toi. Oui, c'est ça. Et veulent penser à ta place, veulent te faire comprendre ce que tu es, alors que tu n'as pas eu encore, toi, le chemin de la réflexion. Ce que tu ne sais peut-être même pas encore. C'est ça. C'est Voilà. ça. Et ça, en effet, ça doit être vécu avec beaucoup de violence. Bah, c'est vécu avec beaucoup de violence. C'est un peu comme si on te forçait à faire un coming out, tu vois. C'est te forcer à être le papillon qui n'a pas encore éclos. Tu vois, c'est forcer la chrysalide, c'est forcer à, à devenir le papillon alors que tu n'as pas encore fini le chemin. Hmm. Mais d'ailleurs, même dans la Star Academy, hein, tout le monde pensait, je me souviens, quand tu débarques dans le château, que tu étais gay. Et alors, tu choques les téléspectateurs lorsque tu passes un coup de fil à ta petite amie, Laura. Et Comment non. t'expliques cette surprise du public? Alors, Enora, je me permets. Pardon, Je t'en prie. Enora. Je t'en prie. Mais ça finit en A, c'est la même chose. Mais écoute, je suis très content d'avoir pu provoquer cet effet-là chez les gens, tu vois, parce que je suis ni hétéro, je suis ni homosexuel, je suis ni bisexuel, je suis juste humain, je suis juste moi-même. Ok, donc tu refuses de te définir dans C'est une ça. orientation. C'est ça. Et j'ai pas besoin de ça pour savoir ce que je suis. Mais je suis très content, tu vois. Enfin, ça prouve qu'il y a quand même un chemin encore à faire. Parce que tu mets une robe à la télé, parce que tu as des manières, parce que tu parles d'une telle manière. Et tu vois, là encore, je me comporte avec des grands gestes et des grands mots. Et les gens catégorisent ça comme forcément être une grande folle. Et quand bien même, qu'est-ce que ça peut faire? Mais on pouvait lire son orientation hétéro est aussi fausse que son prénom Paul. Qui va croire qu'il est hétéro celui-là? Ça se voit qu'il est gay, mais il essaye de duper le public. Il n'assume pas son homosexualité devant les caméras. Il y a encore une volonté, tu vois, on en parlait dans ta petite enfance, dans ton adolescence, mais une volonté d'outer malgré qu'une personne n'ait pas de discours et ne se définisse pas. Mais ça, c'est le problème de la société d'aujourd'hui. Les gens veulent se faire les juges et les bourreaux de tout le monde. Et c'est ça le problème, c'est que voilà, on veut te faire comprendre quelque chose que toi-même tu sais et que tu n'as pas besoin de comprendre. Et Ou que tu n'as pas envie de dire. c'est pas ne pas avoir envie de le dire, tu vois. Là, je le dis devant les caméras, je me définis ni comme hétéro, ni comme bisexuel, ni comme homosexuel. Enfin, il n'y a pas de. Pour moi, j'ai pas de schéma, j'ai pas de schéma type. Mais elle était ta vraie petite copine, Enora? Oui, et elle l'est toujours. Mais ça m'empêchera jamais d'avoir du désir pour un homme, d'avoir du désir pour une femme. Enfin, j'ai pas de. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Enora?
Ça fait 3 ans et demi. Bon, félicitations. Mais ça, comment elle le prend, que son mec ne puisse pas se définir comme étant hétéro, bi, homo? Mais très bien, parce qu'elle est pareille. Et je pense que c'est là où on a compris et où on s'est merveilleusement bien trouvé. Et j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, que c'est l'amour de ma vie, cette femme, parce que au-delà de l'amour qu'on a l'un pour l'autre, c'est aussi l'accord humain et d'âme qu'on a. Tu vois, il y a pas besoin de, on n'a pas besoin de chercher à comprendre qui est qui, on n'a pas besoin de chercher à se définir, elle et moi. Tu sais ce que te diraient certaines personnes? Ils te diraient c'est du wokisme. Ils te diraient c'est du progressisme. Mais oui, mais tout à fait. C'est pas du wokisme, parce que le wokisme, c'est imposer quelque chose. Le wokisme, c'est différent. C'est quelque chose de plus rude, c'est quelque chose de plus violent, et moi, j'adhère pas forcément à ça. Mais pour beaucoup, tu rentrerais dans la case du wokisme. Ouais, moi, je rentre dans la case de la liberté. Mais ouais, mais pour une personne conservatrice, à partir du moment où tu ne pourrais pas te définir comme étant hétéro, homo, bi, tu rentrerais dans une case d'humain progressiste qui perd de vue les valeurs de notre société. Mais le problème de ces valeurs-là, c'est qu'elles ont toujours été ainsi. Enfin, il y a toujours eu des homosexuels, il y a toujours eu des trans, il y a toujours eu des gens qui ont été bisexuels et qui ont aimé hommes et femmes. Enfin, c'est pas... Je pense qu'à un moment donné, il y a eu un décalage et où l'humain, parce que c'est pas homme, c'est aussi homme et femme et homme, où quelqu'un s'est dit, bah voilà, on va interdire cette liberté d'être et catégoriser les gens d'une manière qui est malsaine. Et pour le coup, Enora, ta petite amie avec qui tu es depuis 3 ans et demi, comment elle a vécu ce raz-de-marée de critiques? C'est la première fois que tu étais quand même autant, je pense, exposée à du jugement de l'autre. Bah, elle a su comment dire, se protéger de tout ça aussi, parce que c'est pas quelqu'un qui est énormément sur les réseaux sociaux, qui cherchait tout le temps voilà. Mais elle était bien entourée aussi, et j'ai des gens qui ont fait le travail de me défendre aussi, donc ça, je les remercie du fond du cœur. Mais non, très honnêtement, elle l'a bien géré. Elle l'a très bien géré. Vous êtes un couple libre? Alors, on en revient à la question des cases. Si les gens ont besoin d'un mot pour poser et définir ce qu'on est, oui. Mettez le mot libre sur ce couple, peut-être. On n'est pas un couple libre. On est juste des êtres humains qui sont libres d'être ce qu'ils ont envie d'être et qui sont un être humain plus un autre être humain. Mais est-ce que vous êtes exclusif au sein de votre couple ou vous vous autorisez à voir d'autres partenaires à côté? Il y a pas forcément cette notion où on se dit, tu vois, voilà, on va aller voir à droite, à gauche. C'est pas du tout ça le but. Le but, c'est simplement de se dire que bah, on est susceptible, elle et moi, de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et ça, je pense, c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans un couple aussi. C'est de se dire que bah, l'autre est libre et ne t'appartient pas. Et l'autre a le droit à son bonheur en tombant amoureux d'autres personnes, a le droit de vivre ça. Pendant ces 3 ans et demi de relation avec Enora, et c'est pas fini, est-ce que tu es déjà tombé amoureux de quelqu'un d'autre? Oh oui. Ah oui. bon? Oh oui. Mais tu sais que dans plein de couples, ça passerait pas, ça. Mais oui, mais ça, c'est terrible, ça, tu vois. C'est encore un problème de cette société, les gars. Arrêtez de vous foutre des bâtons dans le cul avec... Enfin, tu vois... Oui, mais j'aime tomber amoureux. Et je tombe amoureux à chaque coin de rue. Et elle aussi, elle est tombée amoureuse, mais tu oui, penses? mais oui, évidemment. Et c'est ça qui est beau. Donc il n'y a pas de jalousie dans votre couple? Mais non, il n'y a pas de jalousie. Et puis quand bien même, peut-être il y a de la jalousie. Peut-être. Mais c'est vraiment obsolète, tu vois. Il n'y a pas d'exclusivité du sentiment amoureux? Mais non. Parce que l'exclusivité du sentiment amoureux, c'est se dire l'autre m'appartient. Il n'y a pas d'exclusivité sexuelle? Mais non, mais enfin, chacun fait ce qu'il veut. Elle ne m'appartient pas et je ne lui appartiens pas. Mais est-ce que tu lui dis, bon ben voilà, hier j'ai couché avec une femme ou j'ai couché avec un homme? Ça, c'est un autre débat, ça. Mais moi, je te parle de sentiments amoureux. Je te parle de choses qui sont... qui nous dépassent. Le sentiment amoureux, ça dépasse totalement l'être humain. C'est au-dessus de nous. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a cette autorisation de liberté. Parce que tu définis pas le sentiment amoureux comme tu définis le désir humain. Mais parce que dans notre société, dans le couple, on définit le couple souvent par un sentiment d'appartenance, un sentiment amoureux, et le fait d'aimer quelqu'un d'autre ou d'être attiré par quelqu'un d'autre est vu comme une trahison. Mais de toute façon, l'amour est une tragédie. L'amour de A à Z est une tragédie. Que tu prennes le risque d'aimer quelqu'un un mois ou toute une vie, ça finit mal. Donc,
il faut accepter que dans tous les cas, tu souffres et qu'il y a de la tragédie, il y a du grandiose, il y a du mal-être. Mais c'est ça qui est beau dans l'amour. Et est-ce que vous vous autorisez à avoir des partenaires intimes autres que vous deux? Ça va avec le sentiment amoureux, tu vois. Je ne saurais pas comment te répondre autrement à cette question que on s'autorise d'être nous-mêmes, tout simplement. Est-ce que tu penses que tous ces commentaires qu'on a passés en revue sur ton orientation depuis la Star Academy, elle est aussi due, peut-être en partie, parce que tu es vu comme un homme qui porte du vernis, qui met des vêtements dits féminins, qui a peut-être parfois des attitudes dites féminines? Mais oui, mais tout à fait. Mais En fait, il y a une déconstruction qui s'est faite depuis les années 70, où tu vois, il y a eu une sorte de montée, d'échelonnage, où on a atteint un sommet de liberté dans les années 60-70 qui était une bouffée d'air frais. Et depuis quelques années, c'est une dégringolade. C'est une dégringolade. Et je pense que ça date des 4-5 dernières années, tu vois. Ou parce qu'il y a aussi une revendication, mais qui est assez malsaine, parce que chacun se bat de son côté pour ses libertés, et on n'écoute pas vraiment l'autre, en fait. Tant ceux qui veulent être libres imposent leurs idéaux, qui sont tout à fait défendables, et il n'y a pas de souci, enfin, on a le droit d'être libre. Mais il y en a qui le font d'une mauvaise manière, et du coup, l'autre partie le prend forcément mal, et il y a un conflit. Comment tu définirais ton style? Libre, vintage, non-genré, queer aussi. Qu'est-ce que ça veut dire non-genré pour toi au niveau du style? Non-genré, c'est que je peux très bien porter des vêtements de femme que d'homme, et très honnêtement, je ne vois pas le souci à ça. Pourquoi c'est un souci pour beaucoup? Parce que je pense que c'est de la jalousie. La jalousie de voir que quelqu'un peut être libre à cet âge aussi, tu vois. Parce que souvent, ce sont des gens qui ont allé dans la trentaine, quarantaine, et qui ont peut-être passé leur jeunesse à se remettre en question. Un homme qui porte une robe, est-ce que tu penses que ça le démasculinise? Absolument pas. Absolument pas. David Bowie portait des robes, et qu'est-ce qu'il en était à croquer. Enfin, tu vois. Un homme peut-il être viril avec une robe? Évidemment. Évidemment. Regarde les Écossais. Ils portent des jupes, on voit leurs mollets qui sont là, à croquer. Un homme peut-il être viril avec du vernis rouge? Mais évidemment. Vernis rouge, bleu, blanc, noir, tout ce que tu veux. Mais un homme... Et puis même, la question de virilité, c'est chacun qui se l'approprie. Moi, j'aime pas cette question de virilité. Je suis pas quelqu'un qui me définit comme viril. Mais voilà, tant mieux. C'est quoi la virilité? La virilité, à ma définition, c'est quelqu'un qui voit sa masculinité comme quelque chose, tu vois, de très imposant dans sa vie, qui fait pas forcément de parts égales entre sa féminité et sa masculinité, tu vois, où la masculinité prend une part très très importante, voire même 100% de la personnalité. Et puis après, bon, tu as le côté factuel qui va autour, un corps, des manières de se comporter, voilà. Mais après, c'est chacun, et chacun est comme il est, il n'y a pas de souci. Paul, je te propose de passer en revue certaines de tes tenues, et dans un second temps, on va évoquer des petites comparaisons qui ont été faites sur les réseaux sociaux. On va commencer avec cette photo d'un de tes styles. Ah oui. En sirène. Très belle photo. Très jolie photo, j'avoue. Très belle photo. Oui, c'est Romain, un artiste de Rennes, qui a beaucoup fait de photographies avec des dragues, voilà, des gens de la communauté queer aussi. Mais voilà, ce que j'aime chez cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui justement se définit pas et qui ne se catégorise pas dans une communauté. Et ça, c'est ce que j'aime chez cette personne. Et moi, je crois que j'ai besoin de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par ne se catégorise pas dans une communauté? Est-ce que ça veut dire que même se catégoriser dans la communauté LGBTQIA+, c'est un problème pour toi? Oui, parce que je trouve qu'aujourd'hui... Alors, le débat est tout à fait ouvert, tu vois. Et il y a des gens qui font ça, mais d'une manière magnifique. Mais il y a aussi des gens qui le font d'une manière très violente, en imposant des idéaux, et qui, du coup, coupent la liberté de chacun de penser aussi. Parce qu'on a le droit de ne pas aimer, on a le droit de ne pas être pro-LGBTQIA+, enfin, tu vois, on a le droit. C'est normal. Mais de là à vouloir imposer ton idée, bah voilà, c'est ce qui crée le conflit. Ouais, mais notre monde nous a montré qu'il fallait être pour, enfin,
pas qu'il fallait, mais que beaucoup de gens attendent des autres qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre. On l'a vu par exemple avec le conflit géopolitique. Ne pas se prononcer était être contre, était donc un problème. Ouais, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que tout le monde veut se sentir bourreau et jury de ce qui se passe, tu vois. Enfin, là, je mets un truc qui n'a rien à voir. Mais ce qui s'est passé avec Gérard Depardieu, tu vois, tout le monde voulait qu'on dépose des trucs sur les réseaux sociaux et celui qui partageait pas sur les réseaux sociaux était forcément pro Gérard Depardieu. Alors qu'on s'en fout. Enfin, c'est pas à nous de faire ce travail-là. C'est pas à nous ça n'a rien à voir avec la communauté LGBT. Mais c'est pour te dire que tout le monde veut se sentir jury aujourd'hui. Tout le monde veut tout défendre, veut tout expliquer. Il y a trop d'informations, trop de choses. Et tout le monde veut la vie de tout le monde. C'est ça. Est-ce que c'est un problème que tout le monde impose la vie de tout le monde? Oui. Pourquoi? Mais parce que ça crée une sorte de bordel d'émulation, tu vois. C'est comme si on était tous dans un jacuzzi et que notre merde humaine baignait dans le même jacuzzi et que pendant... Voilà, on s'enduisait les uns des autres de notre merde. Et voilà, c'est ça le problème. Donc si on veut te faire parler et que tu gardes le silence, ça veut dire quoi? Mais j'ouvrirai ma gueule si j'ai envie de l'ouvrir. C'est pas parce que j'ai envie de parler d'un sujet ou pas. Tu vois, je sais pas ce qui s'est passé avec l'actrice qui joue dans Emilia Pérez. Actrice trans qui a joué dans le film de Jacques Audiard, mais qui a eu des propos quand même déplacés sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les gens partagent ça à droite à gauche en disant c'est inadmissible. Mais moi, j'ai pas envie de prendre débat là-dessus. Faut-il aller voir son film, voilà. aller voir le film et ça. forcément soutenir? Ah, tu n'as rien dit, tu ne t'es pas positionné. C'est ça. Pourtant, tu es concerné par les mauvais propos qui ont été tenus par cette actrice. Honte à toi. C'est ça la vie aujourd'hui sur le 2.0. C'est qu'on veut, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans le monde de la cuisine. Enfin, dans ce que moi j'ai vécu en tout cas. Ça ne veut pas dire que le monde de la cuisine est comme ça. Mais on veut te faire entendre quelque chose que tu sais, que tu transformes dans ta vie, que tu vis toi au quotidien et que les autres t'imposent. Je crois qu'on traverse une société j'allais dire de l'imposition. Je ne parle pas du fisc, mais du fait qu'on veuille nous imposer une façon de penser. Oui, et puis d'inquisition aussi. Tu vois, d'un mal-être que parce que quelqu'un se sent mal, on veut obliger l'autre à côté à se sentir mal aussi. On va regarder une autre de tes photos, vu qu'à la base, on parlait du style vestimentaire. Oui, et je remercie d'ailleurs Romain qui a fait cette merveilleuse photo. Alors, pour beaucoup, ça s'est jugé comme du travestisme. Ça se dit du travestisme? Ouais, travestisme, oui. Puis on peut l'inventer, c'est pas grave. On peut l'inventer aussi. Merci, Paul. Est-ce que toi, tu te vois en travesti, là? Non, je me vois en slip. non, enfin, je sais pas. Et encore, on a de la chance, il y a le micro au milieu. Mais parce que ça fait un peu penser à The Rocky Horror Picture Show. Ah, arrête, tu me prends par les sentiments, là. I'm a travesti. Ah, yes. Ah, j'adore ce film, punaise, c'est fou. J'aimerais être... In Transylvania. Yeah. Ah là là. Tim Curry. Oh, arrête. J'ai des images de Tim Curry, là, qui me... Mais c'est quoi? C'est une façon de provoquer les réseaux sociaux? Oui et non. C'est surtout une façon d'être moi-même. Enfin, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de de venir sur scène en slip aussi. Quand tu prends tous les grands de ce monde qui sont venus en slip sur scène ou à poil, ça a jamais... ça a choqué. Mais ça voudrait dire que moi, demain, je pourrais animer mon talk show avec une fausse fourrure, torse nu et un slip. Mais évidemment. Et pourtant, fais-le. Mais je le fais pas parce que je m'empêche de le faire. Mais pourquoi tu t'empêches? Parce que c'est pas convenable. Pourquoi c'est pas convenable? Je parle pour moi. Hein. Ah, bon. Après, pas pour toi. Oui, mais si toi, c'est ce qui te convient pas, ok. Mais si c'est pas convenable aux yeux du monde, on s'en fout de ça. Bah non, mais j'aimerais beaucoup, moi, par exemple, poser le cul à l'air. Bah alors, pourquoi tu... Mais je le ferais pas, j'aurais trop peur des critiques. On s'en fout des critiques. T'es toi-même, non? Puis quand même, il faut bien mourir de quelque chose. C'est ça ta philosophie? Bah oui. Mais il n'y a pas des moments où tu as peur avant de poster une photo ou avant de te montrer dans certains accoutrements? Il n'y a pas des moments où tu te dis ok, est-ce que je vais assumer en fait? Rappelle-toi, hein, tu me disais que le petit Damien, il assumait pas tout ça. Mais oui. Mais le petit Damien, à un certain âge, si, tu vois, on en revient au côté de l'enfance, d'être simplement naïf. C'est de la naïveté. C'est de la naïveté. Celui qui réfléchit trop, effectivement, tu te pointes pas comme ça et tu te dis bon, écoutez, je vais peut-être réfléchir à 2 fois avant d'exhiber
mon slip sur scène. Mais non, je trouve que c'est déconstruire, tu vois. Apprendre à déconstruire. C'est ça. C'est quelque chose qu'on a tous certainement beaucoup de mal à faire, parce qu'on nous apprend à construire. Ouais. On nous apprend à faire toujours plus, à toujours être exemplaire, toujours mieux. Bah oui, et puis c'est des cadres que la société te met petit à petit. Plus tu grandis, plus on te met des injonctions, tu vois. Donc c'est normal, c'est comme ça. Je comprends pourquoi tu parlais de liberté en introduction de cette interview. Je comprends beaucoup mieux ton propos, plus on avance dans l'interview. On va passer aux comparaisons. Il y a une comparaison, alors moi, qui m'a fait beaucoup rire. J'ai hâte de découvrir ta réaction. En tout cas, il y a eu des tweets là-dessus, sur les réseaux sociaux. Il y a eu des comparaisons à une célèbre productrice de télévision. Regarde. Elle s'appelle Alexia Laroche. Ah, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Ah oui. C'est fou, ça. C'est fou. Remarque, dans la coiffure, il y a un truc. C'est dommage, j'ai pas le même sourire que cette femme. Magnifique. C'est flatteur. C'est flatteur. Une aussi belle femme, voyons. Tu la connais, Alexia Laroche-Joubert? Oh, je l'ai entrevue, on s'est partagé un croisement de regards, mais je la connais pas personnellement. Pas plus qu'un regard? Non, pas plus qu'un regard. Un bonjour. Mais c'est pas elle qui produit la Star Academy? Si, mais bon, c'est une femme bien occupée, c'est une femme d'affaires et c'est une femme... Ouais, d'affaires. Une autre ressemblance a beaucoup fait parler les réseaux sociaux, mais cette fois-ci, elle est un peu plus fictive. Regarde. Ça, c'est très drôle, ça. J'aimerais savoir déplacer comme Edna. Edna, le personnage de Pixar, bien sûr. Ouais. J'aimerais savoir marcher comme elle. Je pense qu'il y a un truc à explorer. Mais est-ce que c'est parce que, justement, tu pousses le trait de ton personnage que tu es comparé à des personnages? Oui, puis cartoonesque aussi. Enfin, tu vois, il y a un côté aussi, ouais, cartoonesque. Une autre photo qu'on va regarder, c'est une photo qu'on retrouve dans un de tes carousels sur Instagram. Et elle est en fin de carrousel. Tu sais, quand tu mets plusieurs photos. Ouais. C'est celle-ci. Ah ouais, j'étais sûr que tu allais sortir ça. Merci. Merci, merci. Merci. Déjà, ouais, tu vois, ça, j'en suis fier. Pourquoi? Ça, j'en suis fier. Parce que c'est une de mes plus belles fiertés, ce spectacle. Pourquoi utiliser ce personnage, Adolf Hitler, en photo pour un spectacle? Parce que, alors, le spectacle est un cabaret. C'est un cabaret, et d'ailleurs, je remercie les équipes qui m'ont suivi, enfin les gens qui m'ont suivi dans cette merveilleuse aventure qui est politiquement incorrecte. Donc c'est un spectacle que j'ai monté au Cours Charmet, que j'ai fait pendant 3 ans là, et donc le spectacle au mois de juillet dernier. Et le spectacle débat autour de tout ce qui est un peu extrême, tu vois, dans l'histoire, dans la société. Donc on avait Hitler, on avait Staline, on avait le Ku Klux Klan, on avait donc Hitler était une drag queen qui se pavanait sur scène sur justement le Rocky Horror Picture Show. Et cette photo, parce que étant enfant, je prenais toujours un journal et je caricaturais, tu vois, les hommes politiques. Mais parce que Hitler est une image forte. C'est un personnage de l'histoire, c'est un personnage odieux. Et tu vois, le ramasser au ridicule comme ça, je trouve qu'il y a quelque chose de provoquant. Et puis, il faut savoir attirer l'œil aussi. Il faut savoir dire, voilà, moi, je fais de l'art. Et mon art, moi, c'est ça. C'est pour dénoncer, c'est pour montrer une certaine forme peut-être d'amour ou rien à voir? Non, non, dénoncer, au contraire. Mais tu vois, je ne saurais pas comment l'expliquer rapidement. Mais pour que moi, je ne suis pas là pour faire des serments sur scène. Je suis là pour produire des émotions, faire ressentir des choses aux gens. Et donc, au travers de ce spectacle, les gens ont été choqués, étaient outrés, étaient amusés, attristés, enfin, tu vois, plein de choses. Et moi, c'est ce qui a marché dans ce spectacle. De voir Hitler en drag queen, ça choque. Mais c'est ça le plus important, c'est de provoquer quelque chose chez les gens. Moi, je ne veux pas du spectacle gnangnan en disant, voilà, 2 hommes qui s'aiment, gna gna gna, et puis il y a une histoire de cul derrière et l'autre, il est cocu. Non. Moi, je veux parler de choses qui font réagir, qui font remuer. Mais si ton univers, c'est ça, pardon, Paul, mais il est aux antipodes de l'univers bisounours de la Star Academy. Mais oui et non. Après, la Star Academy, ça a été une étape aussi de vie, tu vois. Je l'ai souvent répété depuis que je suis sorti, mais en aucun cas, la Star Academy, c'est ce qui fera ma carrière, mon avenir professionnel, et ça n'a jamais été un but. Ça peut être considéré comme gnangnan, la Star Academy. Non, c'est pas gnangnan, parce que ça plaît à des gens. C'est un programme qui est là depuis
plus de 20 ans et 12 saisons sur TF1, donc c'est pas gnangnan. Ça plaît à un public. Moi, effectivement, j'arrive avec mes grandes godasses et des trucs comme ça. Oui, c'est pas adapté à ce public-là. Comment tu souhaites réagir à ce type de commentaires qu'il y a eu en masse après ta participation à la Star Academy qui disent « Paul, c'est le genre de talent que seule la Star Academy sait comment gâcher et ne pas exploiter ». Sous-entendu, dommage, ils n'ont pas su voir ton talent. Je pense que les gens sont stupides quand ils écrivent ce genre de commentaires parce qu'ils ne sont pas derrière les équipes non plus. Il y a eu quand même des castings de fait, il y a eu des rencontres de fait. Donc si j'ai été sélectionné pour la Star Academy, c'est qu'il y a eu quelque chose. Et tu vois, je repense aux équipes derrière, aux rencontres qu'on a fait, c'était des rencontres humaines. Et je pense que c'est d'abord ça qui a été important. Est-ce que tu avais le look d'un gagnant? Non, non, j'ai pas le look d'un gagnant à la Star Academy. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que... T'y croyais pas? Alors, peut-être que j'y suis pas allé avec les bonnes convictions. Mais je pense aussi que la société d'aujourd'hui n'est pas prête à ça. Quand tu regardes... toutes bonnes personnes qui sont humainement et artistiquement, Pierre Garnier et Marine, voilà, je suis aux antipodes de ce qu'ils sont, tu vois. Donc, je pense que la société n'est pas encore prête à ça. Qu'est-ce que tu penses justement de la victoire de Marine? Est-ce que c'était mérité? Est-ce que c'était prévisible? Mais c'était mérité, bien sûr, c'était mérité. Marine, moi, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a un franc-parler. C'est qu'elle a, et même encore aujourd'hui, on le voit dans l'actualité, c'est qu'elle sait garder ses convictions. Et moi, c'est ce que j'aime chez elle et je la remercie pour ça. Et est-ce que c'était prévisible, cette victoire? Prévisible, oui et non. Après, quand on regarde tout ce qui s'est passé autour des Bonnie, je pense qu'il y a eu aussi voilà, une prise de parti, sans dire que les gens ont voté pour Marine parce qu'ils ne voulaient pas voter pour Ebony. Marine s'est bien battue et il n'y a pas de souci là-dessus. Comment tu vois le fait justement que ce soit devenu non pas un combat dans le cadre d'un télécrochet, mais un combat politique, cette finale de la Star Academy? Mais parce que tout aujourd'hui est politique et doit être politique. Tu vois, ma tenue doit être politique. Ça doit être politique. Alors, une finale de la Star Academy doit être politique? Mais oui, c'est malheureux quoi, que ça en devienne politique, parce qu'au fin de compte, c'est de l'amusement. Nous, on est là. Les artistes ne sont pas vraiment là pour faire de la politique. Les artistes sont là pour faire de l'art et pour se questionner, pour remettre des choses en question. On n'est pas là pour se poser des questions, enfin, pour savoir si le vainqueur doit être noir ou pas. Enfin, tu vois, ça n'a pas lieu d'être. T'aurais aimé faire la tournée de la Star Academy? Alors, honnêtement. Hein. Honnêtement, non. Je pense que j'avais pas ma place dans cette tournée. Pourquoi t'avais pas ta place dans cette tournée? Parce que encore une fois, on regarde le public qui vient au concert. Voilà, ce sont des publics familiaux, ce sont des gens qui sont, tu vois, dans une sorte d'énergie assez douce, quelque chose de très familial, encore une fois. Et alors, ça veut dire quoi, que tu déranges les familles? Oui. Enfin, ça m'étonnerait que papa, 35 ans, enfin, pas pour toutes, mais voudrait voir leur petit garçon regarder un mec en slip et fourrure verte à moitié à poil sur scène. Tu vois, mais si tu avais fait la tournée de la Star Academy, tu n'aurais pas été à moitié à poil sur scène? Moi, je me serais battu pour. Ah, tu te serais battu pour? Ah bah oui, je vais pas à la tournée de la Starac pour me dandiner tu vois, enfin, j'y vais comme je suis. Tu es peut-être trop anticonformiste pour une émission comme la Star Academy. Oui, tout à fait. Et tu le sais. Oui, mais très honnêtement, il y a une différence entre le programme, le public et les équipes qui sont derrière aussi. C'est quoi la différence? Bah, la différence, c'est que le public est familial. C'est un public familial, ce sont des gens qui voilà, regardent ça en famille. Les équipes sont des êtres humains, ce sont des gens qui sont bienveillants, qui sont là pour nous, qui nous ont suivis de A à Z. Et le programme, bah voilà, il est ce qu'il est, c'est une télé-réalité. Sauf que le public, si j'en suis ton choix auprès de Nikos sur un des primes de la Star Academy, tu n'as pas voulu attendre de l'écouter? Non, parce que j'attends pas de savoir ce que le public veut que je fasse ou... En fait, je me confère pas à ce que les gens pensent ou veulent de moi. Parce que tu as décidé, moi je pense, hein, je te le dis, hein, je pense que c'est une décision en interne qui a été maquillée en mode je te demande s'il te plaît de dire que voilà, tu vas pas attendre les votes du public, mais comme tu as été nominé pour la seconde fois, tu préfères laisser ta place à quelqu'un qui n'a pas été nominé. Moi je pense que c'est
Une stratégie. Ça aurait pu l'être. Et honnêtement, si je te répondrais ça, ça ferait un bon drama et ça foutrait bien la merde dans les bureaux de TF1. Mais non, ça ne l'est pas. Et d'ailleurs, on peut le voir sur des images de la quotidienne où, quand on a appris la deuxième semaine qui était nommé, j'ai directement pris Thomas à part et on est allé dans le jardin et je lui ai dit « Bon Thomas, écoute, je sais que je suis nommé, je te demande de ne pas voter pour moi. » Parce que je savais quelle était l'issue, enfin, c'était pas un secret. Si je restais, je serais nommé la semaine d'après. Et si j'étais encore confronté, enfin, tu vois, le public ne m'aurait jamais sauvé de toute façon. Mais c'est hyper défaitiste. C'est pas défaitiste, c'est réaliste. Mais non, parce que tu connais pas l'avenir, sauf si t'es médium. Ah, mais l'avenir, on le connaissait. Je l'avais vécu une semaine avant. Et puis quand bien même, c'est... Mais non, il y a plein de participants à la Star Academy qui ont été sur le banc des nominés et qui sont allés jusqu'à la finale même. Mais j'avais pas envie d'avoir cette étiquette-là, tu vois. J'avais pas envie d'avoir cette étiquette de quelqu'un qui se retrouvait 8 fois sur le banc de touche. Et d'ailleurs, là où je remercie les gens de la production pour le prime du repêchage, c'est que, tu vois, on m'a prêté une chanson qui est My Way, qui est une chanson qui me représente, où j'ai pas forcément eu l'occasion avant de montrer ce que je savais faire. Tu vois, où je me suis cassé la gueule à droite à gauche avec les chansons que j'ai interprétées. Enfin, tu vois, ça a été... Mais pourquoi c'était pas toi qui les choisissais, les chansons, en accord? Non, enfin, c'est pas qu'on choisit pas, c'est qu'on nous propose, on discute, et puis même on fournit un panel de chansons que nous, on aime. Donc, puis nous, on n'est pas là pour ça. T'imagines si on devait décider quelle chanson on ferait, ça irait à droite à gauche. Non, bien sûr, mais si on te donne à chanter, je sais pas moi, du Maria Carré, alors que t'as pas les octaves pour, c'est sûr que tu vas te vautrer. Mais justement, eux, ils choisissent en fonction de ta voix, de ta tessiture, et voilà. Ils vont pas aller dans quelque chose de totalement... Moi, je te verrais opposé. bien travailler dans un cabaret. Ah ouais, j'aimerais. Kamel Wally, il met en scène le Paradis Latin. Ouais, très beau spectacle d'ailleurs. Ça te plairait? Ouais, mais je verrais plus un truc, tu vois. Mon rêve, ça serait de reprendre mon spectacle là et de le faire dans un vrai cabaret. Mais d'être ouais, quelque chose d'assez frivole, tu vois, qui part dans tous les sens. Il y a un cabaret de Madame Arthur, tu vois. Madame Arthur, ça me fait rêver. Paul, dis-moi. Tu as rencontré une personnalité, il y a quelque temps, qui a eu une proposition, si on suit son discours, pour participer à la Star Academy. C'est vrai. Qui aurait pu potentiellement faire partie de ta promotion. Est-ce que tu penses savoir à qui je pense? Waouh, tu me prends de court là. Je pensais qu'on avait parlé de Sylvie. Waouh. Ah, Sylvie Ortega? Oui, Sylvie Ortega. Non, c'est pas Sylvie. Non, quoique, ça aurait pu. Non, je ne vois pas de qui on parle. Je te montre. Pardon, regarde, tu l'as croisé il y a quelque temps à un événement. Hier, tu as fait un live TikTok. Oui, Je suis tombé dessus par hasard. oui. Tu as fait une révélation dans ce live TikTok au sujet d'une célèbre émission de musique diffusée sur TF1. Oui, oui. Oui, Je te propose de revoir cet extrait de ton live et je te pose ma question juste après. exactement. Ah, par contre, j'ai été contactée par les Star Academy, mais je vais pas le faire. Et c'est que ça va être compliqué au mois de juin. Au mois de juin, j'ai plein de choses au mois de juin. Le mois de juin, j'ai plein de choses, donc je peux pas. Ouais, c'est au mois de juin le casting, mais j'ai des choses au mois de juin. T'imagines, t'aurais pu partager la même scène que Morgan Makeup. Bah écoute, je ne connais pas vraiment cette femme. Je t'avoue que je suis... Vous êtes croisés à une soirée de Magali Berda. Oui, croisée, je la connais pas, donc tu vois, je n'aurais pas su vraiment dissocier Morgane d'une autre personne. Mais si elle était là, oui, effectivement, peut-être. Bon, c'était certainement de l'humour. Oh, bah je ne sais pas. Et quand bien même, peut-être qu'elle aurait été contactée. Peut-être. En tout cas, je te propose, on n'est pas dans The Voice, mais de juger ses performances vocales. Regarde. Je connais un petit peu, ça fait waka waka, andalo, andala, andalo, andalo, waka waka, mazamina, J'adore. C'est burlesque. C'est burlesque. Et honnêtement, En fait, ce que j'aime bien avec Morgane, c'est que c'est quelqu'un de nature, tu vois. Quelqu'un qui s'en fout de tout, et puis... Ouais, franchement, elle est amusante. Elle aurait sa place dans ton cabaret? Qui sait, peut-être un jour. Bah oui, qui sait. On va regarder une vidéo, et là, c'est un coup de gueule. T'étais pas content. C'est vrai. Paul, regarde. Oh, waouh. Je déteste réagir aux haters sur... Je l'ai jamais fait, je le ferai plus. Mais franchement, putain,
les gars, juste, Maëlys et moi, on n'a pas liké des commentaires de haters sur Ulysse. On adore Ulysse, ok? Alors juste, fermez vos gueules, rangez vos grosses couilles et allez insulter d'autres personnes sur les réseaux sociaux parce que franchement, me chauffez pas, vous. L'impulsivité, c'est mon métier, d'accord? Je vous jure, on se fait un octogone quand vous voulez. Mais vous cachez pas derrière vos profils Twitter parce que je vous jure. Oh, mais je vous retrouve quand vous voulez, hein. Et là, on se bat dans la rue. Ça t'énerve, hein. Ah ouais, ça m'énerve. L'injustice, ça m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve? Ce qui m'a énervé là, c'est qu'on s'en prenne à Maëlys alors qu'elle avait rien fait. Moi, quand on m'envoie des messages de haters, je m'en contrecarre le cul. Comment ils s'en sont pris à Maëlys? Mais parce qu'il y a eu une histoire de like sur un commentaire, patati patata. Que t'aurais liké? Oui, je l'aurais liké, mais bon, voilà. Et il disait quoi ce commentaire? Je sais même plus, ça doit être peut-être dans la vidéo, mais non, je crois que c'était un commentaire en mode Ulysse aurait dû rester moins longtemps, enfin tu vois, un truc comme ça. Bon, une connerie quoi. Oui, voilà, bref. Mais donc ouais, je n'aime pas l'injustice, c'est tout. Et c'est quelque chose que tu as découvert, la haine en ligne, avec autant de puissance? Oui, bah confronté à moi, enfin personnellement oui, du coup, oui. Après, c'était pas la première fois que, tu vois, quand je monte sur scène, je le vois dans le regard des gens. Qu'est-ce que tu vois dans le regard des gens? Mais tu vois dans le regard des gens que c'est pas habituel de voir quelqu'un monter sur scène avec un corset, croc-top, tu vois, puis d'être à moitié à poil. Enfin, quand tu vois quelqu'un à la fête de la musique, tu t'attends pas forcément à ça. Donc les gens sont forcément un petit peu dérangés. Je te parlais de Morgan Makeup il y a quelques instants que tu as rencontré à une soirée de Magali Berda. Et à cette soirée, il y avait aussi Sylvie Ortega. C'est vrai? Oui. C'est fou ça. Ah bah oui, tu étais avec elle. Hein. Le monde Et est vous petit. étiez même très proches, regarde. Ah ouais? Je me souviens pas de ce moment. Oh bah si, regarde la photo, te rafraîchit la mémoire. C'est moi ça? Oui, c'est toi, Paul. J'ai un cul d'enfer. Non, mais Sylvie, je l'adore. Sylvie, c'est... Voilà, on en revient. Je peux pas la comparer à Morgane. Mais c'est quelqu'un de nature, c'est quelqu'un de franche et ouais, tu vois, qui a ce feu en elle. Comment vous vous êtes rencontrés? Ben, on s'est croisés une soirée comme ça, tu vois, et elle est venue me voir, elle m'a fait son grand numéro de charme. Je pense qu'elle est tombée sous mon charme. Elle a dû se dire, putain, ce jeune homme est une pépite. Et voilà. Je te parlais en introduction de la cuisine, d'Objectif Top Chef, je vais arriver à le dire. En 2019, tu as participé au programme d'M6 Paul, Objectif Top Chef. D'ailleurs, tu t'appelais pas Paul, tu t'appelais Damien dans Objectif Top Chef. Et tu as déclaré que c'était un rêve de rencontrer Philippe Etchebest. Ouais, c'était un rêve de gosse. Et tu vois, quand j'étais petit, je lui ai écrit une lettre où justement, il me disait de suivre mes rêves, quoi que ce soit. Ah, c'est ce qu'il t'a dit? Ouais. Il t'a répondu? Il m'a répondu, il m'a écrit une lettre. Et d'ailleurs, quand je me suis pointé Objectif Top Chef, je lui ai ramené la lettre et il a fondu en larmes. C'était un moment magnifique. Il s'en souvenait? Il s'en souvenait. Pourquoi il t'avait répondu? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui est humainement proche des gens qui l'admirent. Et c'est quelqu'un de très humain, Philippe Etchebest. Enfin, c'est au-delà de ce qu'on peut lui prêter comme caractère, ou voilà, mais il est comme ça parce que... Ouais, enfin... Moi, je l'admire énormément. Oui, parce qu'il essuie énormément de critiques, d'accusations aussi, Philippe Etchebest. On peut lire, sinon les candidats ils peuvent porter plainte contre Etchebest pour harcèlement. Le mec est quand même sur leur cote jusqu'à les faire chialer. Je me demande si Philippe se lâche pas plus car c'est une femme en cuisine et qu'il risque pas de prendre un coup dans la gueule. Ou encore banaliser un tel comportement, c'est donner une mauvaise image de la cuisine. Alors déjà, premièrement, il y a le côté télé aussi. Il faut rappeler ça. Mais il y a aussi le côté où lui, il est là pour faire quelque chose. Il est là pour effectuer une mission, pour aider les gens à s'en sortir. On n'aide pas les gens à s'en sortir en leur disant « t'es tout beau, t'es mignon, ce que tu fais, c'est bien ». On aide les gens à s'en sortir en leur mettant le nez dans la mer, en leur disant « bah voilà, ce que tu fais, c'est ça. Est-ce que t'en es fier? Si t'es pas fier, bah voilà, tu regardes autour de toi et tu changes ». Et lui, c'est ce qu'il fait. Il est franc, il est honnête et il est humain. Est-ce qu'il était comme ça? Est-ce qu'il avait ce caractère considéré comme très dur pour beaucoup lorsque toi, tu as participé à Objectif Top Chef? Alors, très dur, non, parce que c'était dans un contexte différent, mais il était franc. Moi, j'ai eu des loupés, j'ai fait des choses qui n'allaient pas et il me les a dit. Pourquoi la franchise, aujourd'hui, ça peut passer comme de la méchanceté?
Mais parce que les gens veulent plus entendre la vérité, parce que les gens sont pas prêts à se confronter à leurs démons. Enfin, tu vois, et la franchise prend plein de sens différents. Mais tu regardes Gainsbourg à la télé quand il était complètement ivre et qu'il disait des choses qu'il pensait, lui, intérieurement sur ses ressentis, sur ses désirs, bah, c'était de la franchise. C'était de la franchise. Et je pense que la franchise fait mal parce qu'on assume de dire ce qu'on pense. De quoi tu as envie pour le futur proche, Paul? Les semaines, les mois qui arrivent? J'ai envie de remonter sur scène. J'ai envie de remonter sur scène, j'ai envie de refaire un concert, voilà, de sortir mon projet. Ça te manque? Ouais. Ouais, parce que c'est bien de faire de la musique dans un studio, tu vois, mais moi je suis quelqu'un de la scène, j'aime être sur scène. Ça doit être incroyable en vrai comme expérience. T'es jamais monté sur scène? Pour montrer un art, non. Hmm. Pour parler avec un micro, tu vois, une cérémonie, un truc comme ça, une élection, oui. Et d'ailleurs, c'est hyper impressionnant. Hmm. Oh, ah, c'est un truc, ça n'a rien à voir avec mon métier, mais c'est vrai que je vous admire, vous, les artistes, pour ça, parce que ça doit être particulièrement incroyable que de montrer un art face à des gens qui se sont déplacés pour découvrir, pour voir. Bah, c'est ça qui est beau, tu vois. J'ai fait un concert le 12 décembre dernier dans un endroit où j'avais une résidence. Et il y a eu une foule de gens. Enfin, le bar était plein. C'était à craquer de monde. Et quand tu te rends compte que les gens étaient là pour voir ce que je faisais, en plus, j'étais déguisé en grande folasse de volaille à pois vert. Alors là, forcément. Mais ça fait plaisir. Et ça touche profondément. Paul, merci pour cette interview en toute intimité. Sam. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. Évidemment. Je me permets, comme je monte toujours sur scène, je monte mon cul. Et là, j'en profite pour montrer mon cul. Voilà. Ok, bah, c'est ta marque de fabrique. Écoute, Paul, moi, je vais te dire au revoir en te faisant honneur, comme en introduction, avec des lunettes à la Paul. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour moi, franchement, c'était kiffant de pouvoir papoter comme ça librement. C'est le mot qui est revenu beaucoup, mais librement avec toi. T'es hyper intéressant comme garçon. Hein. Merci, Sam. Ah, mais vraiment. Retourne le compliment. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. J'espère aussi que cette interview vous a plu et qu'elle ne vous laissera pas indifférent. C'est ça qui est important au final. Voilà, c'est écouter ce qu'on n'a pas l'habitude. C'est entendre ce qu'on ne comprend pas, même parfois. Et c'est ça l'intelligence pour moi. Merci justement de faire preuve de cette intelligence-là. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.